C'est en effet sur ces images, prises pour la première fois parmi les hommes d'une compagnie opérationnelle à l'Algérie, que nous avons tenu à ouvrir ce premier numéro de 5 colonnes à la une. L'Algérie, où vivent et se battent des milliers et des milliers de jeunes gens de France, les appelés. Nous allons vous faire vivre ce soir la vie de l'un d'eux, le sergent Charlie Robert, première section, 3e compagnie, 15e bataillon de tirailleurs algériens. L'histoire du sergent Robert, elle s'inscrit entre ce piton rocheux en Algérie, sa vie d'aujourd'hui, et ce village de Provence où habitent ses parents, sa vie d'hier. Quand le sergent Robert pense à la France, c'est à ce village, à cette maison qu'il pense, sa maison et son village natal. Il pense à ce visage qui est celui de sa mère, à cet instant qui, presque à la même heure dans tous les villages de France, est le meilleur de la journée, l'instant du facteur. Il pense aussi sans doute à ce remue-ménage bruyant qui est celui d'une maisonnée de 11 enfants. Le 12e n'est pas là, car le 12e c'est lui, le sergent Robert. Il pense à cette tablée de midi, où l'on commentait, il n'y a guère longtemps en riant, ses exploits d'adolescents et où, aujourd'hui, on lit ses lettres à haute voix à l'heure sacrée du repas, dans un silence recueilli. Alors ce soir, à l'occasion du Nouvel An, 5 colonnes à la une a voulu offrir un cadeau à la famille Robert et à travers elle à toutes les familles de France dont des êtres chers se battent en Algérie. Grâce à nos envoyés spéciaux André Hugues et Roland Hulot, grâce à la télévision qui abolit les distances, grâce à notre collaborateur Roland Dordain qui se trouve en ce moment en Provence auprès d'eux devant le petit écran, nous allons faire vivre pendant quelques instants à son père, à sa mère, à ses frères et à ses sœurs la vie du soldat Robert de la première section, 3e compagnie du 15e bataillon de tirailleurs algériens. Alors Dordain, sommes-nous prêts? Le cercle de famille est un peu restreint ce soir, mais il y a beaucoup d'émotions ici, vous devinez pourquoi. Madame Robert, merci de nous avoir reçus. Je ne présente pas non plus Monsieur Robert, nous l'avons vu. Mademoiselle Annie, vous êtes quel numéro de la famille, vous qui représentez les enfants ce soir? Vous êtes le numéro combien? Le 8e. Le 8e. Eh bien, vous allez donc voir, grâce aux envoyés spéciaux de 5 colonnes à la une, le document tourné il y a quelques 24 ou 48 heures en Algérie. Alors, si vous êtes prêts, Paris, à vous. Eh bien, Madame Robert, Monsieur Robert, à partir de cet instant, c'est à vous que nous allons nous adresser. Regardez bien ces vues, elles ont été prises avec votre fils il n'y a pas 48 heures en Algérie. Et j'ai en ce moment à côté de moi le lieutenant Philippe Eduy, qui appartient au même bataillon que votre fils et qui est arrivé la nuit dernière tout exprès de Sétif pour faire vivre à votre intention ces images que vous n'avez sans doute jamais vues et auxquelles pourtant vous avez dû si souvent songer. Alors, lieutenant Eduy, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes sur la piste, l'unique piste qui conduit au poste où vit actuellement le sergent Robert. Plus généralement, nous sommes au pied des monts du Hodna, massif du Hodna, qui se trouve entre les Aurès et la Kabylie, et qui est un des derniers refuges de la rébellion. Je crois d'ailleurs que dans quelques secondes, on va apercevoir des guetteurs sur une crête, et parmi eux se trouvait ce jour-là le sergent Robert. Exactement. Comme chaque fois, chaque jour, le convoi qui monte vers le poste est protégé. Le voilà. Le voilà, Charlie. Charlie qui est chef de groupe de combat. Et voici son groupe de combat. Ils se tiennent sur la crête à environ 1200 mètres d'altitude. Bonjour. Bonjour. Merci de nous protéger. On sait rien, c'est notre boulot. Vous êtes d'où? De Nantes. Quel âge? 22 ans. Vous êtes appelé? Oui, appelé. Combien de services? 24 mois d'Algérie. Et combien de permissions en 2 ans? 15 jours seulement. Pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans le civil? Pâtissier. Ah ben j'irai vous voir à Nantes. Et vous? Moi, je suis originaire de Toulouse, Et votre métier? mécanicien. Bravo. Ah, voilà le chef de section. Sergent Daoui, Combien d'années de service? 12 ans. Ça, c'est un vieux tirailleur. C'est Ah bien. oui. Et vous? Tirailleur Fortofer. Ah, vous êtes alsacien, vous? Non, je suis Lorrain. Lorrain. Et quel métier? Scieur. Et le copain à côté? Moi, je suis parisien, du 9e arrondissement. Bravo. Regardez bien, Madame hop, hop, Robert. hop, hop, vous n'êtes pas le sergent Robert? Ah, c'est moi le sergent Robert, 3e ben. compagnie, tirailleur algérien. Ah ben ça tombe bien, justement, on voulait vous voir. En ce moment, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs sont en train de vous regarder. Alors si vous avez quelque chose à leur dire, profitez-en. Eh ben, je peux leur dire que je les embrasse bien fort.
et au plaisir de les revoir bientôt parce que naturellement je suis de la classe. Je Bravo. m'excuse, il faut que j'aille prévenir le poste que vous arrivez. Allez, tu peux y aller. Piémontais Noir, ici Piémontais Noir Mobile, je vous signale l'arrivée du convoi, reçu parler. Vous voyez, Philippe Edoui, que en ce moment, la famille Robert regarde ces images. Nous allons donc essayer de faire vivre une journée du sergent Robert à son père et à sa mère. Et nous allons commencer par l'endroit où il se réveille chaque matin, qui est le poste, un poste tout nouvellement construit qui n'est d'ailleurs pas entièrement achevé. Ce poste se trouve au centre d'une région complètement dénudée. Combien y a-t-il d'hommes dans ce poste? Une centaine divisée comme ceci, 50% environ de Français de souche et 50% de Français musulmans, qui est à peu près l'effectif d'une compagnie normale. Et au-delà des murs de ce poste, de Le ce fort, djebel, vous apercevez le djebel, et dans ce djebel, les félagas. est-ce qu'on les aperçoit, par exemple? Est-ce que ce guetteur, est-ce que le sergent Robert, lorsqu'il est Il sur cette terrasse, arrive les aperçoit? que l'on aperçoive quelques guetteurs, là, exactement au sommet de cette montagne. Et Alors, qui vit dans ce village? Vous ne vous en rendez peut-être pas bien compte, mais ces meshtas, là, ces maisons, sont à 50 mètres environ du poste, et le poste protège. Voilà Robert, où va-t-il? Robert est accompagné d'un jeune appelé comme lui, qui est le Taleb. Le Taleb qui est aussi l'infirmier de la compagnie. Le Taleb est le maître d'école du village. Ah, t'es d'accord. Alors aujourd'hui il a plu, hein. C'est pas beau, hein. Mauvais temps. Chaud. Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte, mais une scène comme celle-ci était absolument impensable il y a 2 ans. Et c'est parce que pendant plusieurs mois, Charlie et le Taleb se sont promenés dans ces meshtas que vous pouvez voir ces images. N'aie pas peur, hein. Voilà, comme ça. Maintenant tu viens à l'école, Aziza. Dites, je vous demande pardon de vous interrompre. Vous êtes instituteur? Non, Vous êtes médecin, alors je vous vois soigner. non. Qu'est-ce que vous faites dans le civil? Je suis plâtrier à Villenox-la-Grande dans l'Aube. Vous êtes un appelé? Oui, Quel âge avez-vous? 22 ans. Et vous venez de parler d'école aussi. Vous avez beaucoup d'élèves? Oui, j'en ai 80. Vous y allez maintenant? Oui. Eh ben, on va voir ça, alors on vous suit. Madame Robert, c'est le meilleur copain de votre fils. Ce que le Taleb n'a pas dit, c'est qu'il y a 2 ans à peine, il n'y avait pas 80 gosses à l'école, il y en avait à peine 1 ou 2. Et que c'est par des promenades patientes au cœur de ces meshtas que vous avez vus, promenades que le Taleb a fait avec Charlie, que peu à peu les 80 gosses sont venus. L'école est provisoirement installée dans l'ancien poste. Silence. On va faire un petit exercice de lecture. On va prendre une phrase de la leçon d'hier. Vous allez répéter après moi. A. L'école. Je. N'ai pas. Le chèche. Sur. La tête. Une nouvelle école va être construite en éléments préfabriqués. Une nouvelle école et un nouveau village à cet endroit-là. Et c'est l'armée, c'est le sergent Robert et tous ses camarades qui vont construire le nouveau village avec les habitants. Ne. Pas. Ici, les gens sont très pauvres, quelques moutons, quelques bourricots et une terre Très bien. pleine de caillasses. Maintenant, On se demande comment ils vivent. allez, dehors. Est-ce que le sergent Robert a une fonction dans cette école? Oui, il est le professeur de gymnastique. Il est le professeur de gymnastique. Tous les jours, il joue comme ça avec les enfants? Oui, qu'il aime beaucoup et qu'il l'appelle sergent, ou même certains les plus grands l'appellent Charlie.
Alors, la cour de récréation se trouve à l'intérieur des barbelés de l'ancien poste. C'est une vision vraiment extraordinaire. Au fond, toujours le Djebel. Là, Robert jouant au football. Lieutenant, je crois que ce garçon qui a cette curieuse coiffure et qui ressemble un peu à Yves Montand a une curieuse histoire. Voulez-vous la raconter à Madame Robert? Eh bien, aujourd'hui, c'est un civil, mais hier, c'était un militaire. C'était un jeune appelé qui a lu dans les journaux une petite annonce comme quoi on demandait un ancien militaire pour faire la classe à cet endroit-là. Et il est resté? Il est resté, il était instituteur dans le civil. Et le voici maintenant de nouveau instituteur, mais dans ce bled perdu. Vous avez vu l'aspect pacificateur du sergent Robert et de ses camarades. Il n'y a pas, hélas, que cet aspect-là. Vous allez maintenant vivre l'aspect du combattant. Dans la salle de radio du poste, le radio est en train de recevoir un message en langage codé, un message qui appelle la compagnie en opération. Et la compagnie va fournir une section au bataillon. La section désignée sera celle du sergent Robert, que voici, qui marche en tête de son groupe de combat. Et derrière lui, vous apercevez son radio. Pour une opération comme celle-ci à l'échelon bataillon, tous les moyens seront mis en œuvre. L'artillerie, même l'artillerie lourde, l'aviation. N'oublions pas que ces images ont été prises en Algérie il y a moins de 48 heures par nos envoyés spéciaux. Voilà Robert. Robert, nous sommes ici en zone interdite. En zone interdite, c'est-à-dire une zone où l'artillerie et l'aviation peuvent tirer à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, car la zone a été évacuée de tous les habitants. Combien dure une opération de ce genre, lieutenant? Une opération de ce genre peut durer quelques heures ou quelques jours, ou même aller jusqu'à 15 jours. Celle-ci s'achèvera avec la nuit. Résultat, vous allez peut-être me demander, résultat, comme il arrive souvent, le résultat à l'air sera peut-être décevant, car là, nous n'avons rien trouvé. Les Félagas ayant emporté les morts et blessés. Mais ne croyez pas que chaque jour, chaque fois que nous sortons en opération, nous nous accrochons comme ça. Généralement, le rebelle, lui, décroche. L'artillerie et l'aviation qui se trafe. Et Robert, je crois qu'on aperçoit ici un amorce. Exactement. Il fait progresser son groupe de combat. Ils vont aller vers la crête qui se trouve plus loin. J'imagine que de tels moyens mis en œuvre représentent une sécurité certaine pour les hommes. Et oui, vous avez seulement en face, dans ce cas quelques ici, hommes, une quinzaine de rebelles tout au plus. Alors la nuit est tombée, la section rentre d'opération. Voici Robert avec tous ses camarades. Il porte chapeau de brousse, comme armement, pistolet mitrailleur ou fusil. Et ils vont rentrer dans leur chambrée. Quelle heure est-il à peu près? Il est à peu près 9h du soir. Ils ont déjeuné et dîné sur le terrain. Robert se présente au commandant de compagnie, qui lui demande comment s'est passée l'opération. C'était avant-hier. Alors, les tirailleurs remettent leur pistolet mitrailleur Au râtelier. Et voici Robert qui entre. Il donne un coup de sécurité à son pistolet mitrailleur. Il trouve une lettre sur son lit. Eh bien, ce sont les dernières heures de la journée du sergent Robert et elles sont les mêmes pour tous les gars de toutes les compagnies. C'est l'heure la plus agréable, celle où on se laisse tomber sur son lit fatigué et où l'on trouve le courrier de la journée. Peut-être est-ce une lettre de vous, Madame Robert, qui attendait ce soir-là votre fils? Que lui disiez-vous? Eh bien, vous avez entendu la question de Pierre Desgroupes, Madame Robert. Que lui écriviez-vous à Charlie? Ma foi, on lui racontait ce qui se passait dans la famille. Oui, les nouvelles de tout le monde. Les nouvelles de toute la famille, du travail, ma foi, de la ferme. Monsieur Robert, je vous ai vu sourire, je vous ai vu écraser une larme comme maintenant, je vous ai vu approuver. Est-ce que vous saviez qu'il était aussi professeur de gymnastique, Charlie? Non.
Non, vous ne Non. l'aviez pas découvert, Non, savez-vous. non. C'est une vocation, c'est un exercice qui s'est découvert là-bas avec beaucoup d'autres. Et vous, mademoiselle, vous l'avez reconnu? Oh oui, je l'ai bien reconnu. Il était bien sous son grand chapeau? Oui, vraiment bien. Écoutez, je comprends, monsieur. C'est un garçon très estimé d'ailleurs, Oui, par la population de chez lui. oui. Et alors je vois que ça se rapporte À son à son action. Ce qu'il était parmi vous, dans votre famille, eh bien, il est resté là-bas. Voilà. C'est-à-dire un chic garçon, comme il y en a tant en Algérie. Eh bien, nous n'allons pas prolonger cette minute d'émotion que vous comprendrez toutes et tous qui nous regardez. Et nous allons remercier Madame Robert, Monsieur Robert et Mademoiselle Annie de nous avoir reçus ce soir ici pour les caméras de 5 colonnes à la une. À vous, Paris. C'est le grand reporter cinéaste Georges Reichenbach qui nous a fait parvenir ces images en cinémascope pour que nous puissions vous montrer l'un de ces concours de hula hoop qui par milliers ont égayé les Américains cette année. Georges Reichenbach a lui-même personnellement organisé en Californie, avec l'aide d'un journal local, un concours de hula hoop pour jumeaux. Il en est venu 1000, dit-on. Then you twist around with all your might. Stretch your loving arms straight out in space. Then you do the eagle rock with style and grace. Swing your foot way around, then bring it back. That's what I call ballin' the jack. Autre exercice collectif, au Japon, cette année, on a pris ainsi à se laver les dents à 60 000 écoliers. Au début, c'est difficile, mais une fois qu'on sait, c'est pour la vie. À l'Institut médical de Moscou, le professeur Vladimir Zennikov a réussi la greffe d'une tête vivante sur un animal vivant. C'est la circulation artérielle et veineuse du chien qui alimente la tête parasite. Cette greffe à peine croyable a été réussie 2 fois. Les 2 têtes gardent chacune leur réaction. On ose à peine imaginer ce que ces expériences pourront apporter à l'humanité. À Miami, il y a 1 an, avant de prendre le départ, Joe Selva avait déclaré « Ce sera ma dernière course ». Si vous avez vu ce document, vous n'avez pu l'oublier. Sœur Irène d'Amsterdam apprend à ses enfants sourds-muets à percevoir les sons sans les entendre. Elle leur apprend à percevoir les sons en substituant à l'ouïe le sens du toucher. Et le miracle se produit. Sans entendre, les enfants dansent en mesure. Sœur Irène, elle, danse de joie. C'est peut-être le document le plus émouvant de l'année. Ce petit port où nos envoyés spéciaux sont arrivés au lever du jour, c'est le port d'Etel, la ville où les conversations s'arrêtent lorsqu'on prononce tout haut le nom d'Alain Bombard. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'un matin semblable à celui-ci, Alain Bombard a voulu prouver aux marins d'Etel que leur fameuse barre, redoutée depuis des siècles de tous les pêcheurs bretons, n'était qu'une vague sans danger pour son canot pneumatique. Vous vous souvenez aussi de la suite. Le canot d'Alain Bombard et de ses compagnons retournés, et, la malchance aidant, le bateau des sauveteurs venus à leur secours faisant naufrage à son tour sur la barre. Sans cet accident du bateau de sauvetage, il n'y aurait peut-être pas eu de mort ce jour-là à Etel. Mais le mauvais sort s'en est mêlé, et il y en a eu 9. 9 morts, dont 8 étaient lois. Est-ce le mauvais sort qui est coupable ou est-ce Bombard?
Pour les habitants d'Etel, il n'y a qu'une réponse, c'est Bombard. Et le catafalque géant est associé dans leur mémoire aux 2 syllabes de son nom. Trois mois ont passé. Les tombes sont à peine refermées, et si les noms des morts de la barre ne sont pas encore venus s'ajouter à la longue liste des marins d'Etel péris en mer, l'histoire de cette journée dramatique est gravée dans le cœur de tous les Étellois. Notre magnéto a enregistré, pour vous, parfois à l'insu des intéressés, le réquisitoire de l'opinion publique. Je dis que cette catastrophe est déplorable en tous sens, parce que d'abord, il n'y avait pas lieu de tenter cette expérience dans un endroit comme la barre d'Etel, qui est toujours très dur par mauvais temps. Il semblerait que tous ceux qui ont pris part à cette affaire Bombard se seraient comportés comme des enfants. Beaucoup dans la foule, d'après ce que j'ai ouï dire par la suite, parce que je n'y étais pas personnellement, beaucoup dans la foule critiquaient cette tentative, mais ils n'avaient pas assez de familiarité avec l'administrateur qui était là pour aller lui demander qui prenait la responsabilité de ce qui se présentait. Selon vous, Bombard peut revenir à Etel? Il sera bien reçu, je crois. Oui. Alain Bombard fait désormais des détours pour ne pas revenir à Etel. Se sent-il lui-même coupable? C'est la question que nous allons lui poser. Alain Bombard, nous ne sommes pas des juges. Les juges ont à s'occuper de leur côté de cette affaire et nous n'avons pas la prétention de nous mettre à leur place. D'ailleurs, nous ne cherchons pas à déterminer les responsabilités au sens juridique du terme. Non, ce que nous souhaitons de vous, c'est que vous nous disiez le plus sincèrement possible quels sont les sentiments, quelles sont les étapes, les moments par lesquels passe un homme à qui il est arrivé ce que vous est arrivé. Alors, pour vous faciliter la tâche, du moins pensons-nous, pour vous permettre de prendre des temps de réflexion, même avant de répondre à nos questions, nous avons inscrit ces questions sur des petits cartons que je vais vous passer les uns après les autres. Alors, voici le premier. Vous sentez-vous responsable de ces 9 morts? Bien, je ne peux pas dire que j'ai eu le sentiment que j'étais responsable de ces 9 morts. Mais enfin, je me suis posé la question. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un homme mêlé à une affaire dramatique qui entraîne mort d'homme, qui ne se pose à un moment la question, est-ce que c'est moi qui les ai tués ou pas? Et il est probable que je me la poserai toute ma vie. Alors évidemment, il y a maintenant des événements qui sont produits depuis, qui prouvent qu'il fallait le faire. Depuis 8 jours, on ne le sait pas à Paris, mais il y a des accidents en mer tout le temps, dans la même région, Concarneau, Radecin, devant Etel, etc. Et à l'heure actuelle, des hommes sont démunis de moyens de sauvetage et se tuent à cause de ça. Il n'y a pas 48 heures que ça s'est produit par un chalutier qui s'appelle l'Anne Gaston. 3 hommes sont morts parce qu'ils n'ont pas pris le canot pneumatique qu'ils devaient prendre. Ils étaient restés à terre, ils n'ont pas pris la livraison du canot qu'ils avaient commandé, ils n'avaient pas de moyens de sauvetage, 3 hommes sont morts. Par conséquent, de plus en plus, si vous voulez, la justification, à mes yeux, de cet horrible accident se fait quotidiennement. Est-ce vraiment la justification de l'accident? Oui, oui, en ce sens que c'est la preuve qu'il faut étudier les moyens de sauvetage et que, comme je le disais l'autre jour à Maurice Herzog qui m'approuvait, on ne peut étudier les moyens de sauvetage qu'en risquant la vie des hommes. Ceux qui font le risque, j'étais de ceux qui le risquaient et je crois qu'il faudra le refaire. Oui, mais l'efficacité de votre canot était déjà prouvée avant la catastrophe d'Etel. Oui, mais par exemple, l'efficacité des moyens de surveillance officiels, le canot de sauvetage, eh bien, tout le monde y croyait. Et c'est les moyens de surveillance et de sécurité qui ont tué tout le monde. Oui, vous dites qu'il faut prendre des risques lorsqu'on veut faire une démonstration, une expérience scientifique. C'est à peu près ça que vous venez de dire. Mais à ce moment-là, ne pensez-vous pas que ces risques ne doivent pas être pris légèrement? C'est vrai qu'on va prendre des risques, mais ils doivent être calculés. Bien, dans votre cas... ils étaient calculés, la preuve. Mal. Non, non. On ne peut pas considérer comme mal calculés des risques qui prennent, comme des gens qui prennent des risques, en ayant comme sécurité pour les ramasser si ce risque se révèle être réel, s'il y a un premier accident, en prenant pour sécurité les engins de sécurité qui sont précisément prévus pour ces cas-là.
par exemple, je vous parlais du canot de sauvetage d'Etel, eh bien, vous ne pouvez pas m'accuser, ou on ne peut accuser personne, d'avoir pris peu de précautions en ne vérifiant pas le canot de sauvetage d'Etel, ne serait-ce que parce que si on avait demandé à vérifier son fonctionnement, on nous l'aurait refusé. Oui, je crois qu'à Etel, du moins, cela résulte de l'enquête que nous avons faite, mais encore une fois, Alain Bombard, oui, je vous en prie. Je ne voulais pas placer la discussion sur le plan juridique. Il semble que le canot de sauvetage n'avait pas ce jour-là son équipage normal, qu'au dernier moment, le patron du canot a dû faire appel à un équipage recruté, du moins en partie sur place, et qui peut-être n'avait pas l'entraînement voulu. Or, vous êtes arrivé à Etel à 8h30, donc il a fallu préparer le canot à toute vitesse au dernier moment. Mais dites donc, quand il y a un accident, et ce jour-là il faisait mauvais temps dans la barre d'Etel, est-ce que vous croyez qu'on a le temps de préparer le canot 48 heures à l'avance? Vous me rappelez le sapeur Camembert qui voulait essayer les pompes à incendie la veille de chaque incendie? Pas tout à fait, Alain Bombard, parce que lorsqu'il s'agit d'un accident, il faut y aller, mais lorsqu'il s'agit d'une expérience, on peut la prévoir. Oui, mais enfin, il fallait même qu'on utilise le canot de sauvetage. C'est finalement, pour tous les canots de sauvetage de Bretagne, une bonne chose de voir comment un canot de sauvetage peut être armé rapidement et à la dernière minute. Oui, mais car votre intention n'était pas de faire une expérience sur les canots de sauvetage, mais sur votre canot pneumatique. Je sais, mais n'oubliez pas que la sécurité nous a été donnée comme elle aurait été donnée à un chalutier qui s'apprêtait à passer la barre ou qui aurait eu un accident dans la barre. D'ailleurs, on ne nous a pas prévenus, nous, que l'équipage n'était pas constitué. Si on nous avait dit, attention, il faut que vous attendiez l'équipage normal, nous l'aurions attendu, l'équipage normal. Ils ont considéré comme absolument normal et absolument dans leurs attributions de faire appel à du volontariat. À l'instant où vous avez réalisé la vérité, à quoi avez-vous pensé? Lorsque j'ai réalisé la vérité, quelle vérité? Les 9 morts. Ah ben je ne le savais pas, les 9 morts. Lorsque j'ai réalisé, si vous voulez, qu'il y aurait des morts, eh bien, la première chose que j'ai pensé quand j'étais sous le canot, c'est très difficile à dire, parce que je suis persuadé que beaucoup de gens penseront que ce n'est pas sincère. Enfin, de vous à moi, c'est totalement sincère. Quand j'étais sous le canot, la première chose que j'ai pensé, c'est est-ce que je dois y rester aussi? Je me suis posé la question, comme ça. C'était facile, il suffisait de couler. Hein, on coule facilement, surtout dans ces cas-là. Et j'ai pensé alors vraiment que je n'en avais pas le droit. Familialement, et pour ceux qui étaient en train de mourir, enfin, il y avait un enseignement à tirer. Je ne crois pas qu'un mort de plus aurait apporté quoi que ce soit de plus au résultat de l'expérience, qu'au contraire, il fallait au maximum essayer de s'en sortir. Mais la première chose que j'ai pensé, c'est d'abord, est-ce que je dois y rester? Ensuite, j'ai pas le droit, j'ai une femme et des gosses. Je vais vous poser une question, Alain Bombard. Pourquoi riez-vous toujours lorsque vous dites des choses que vous jugez vous-même visiblement tristes? Je ris? Écoutez, je vous avoue, je ne m'en rends pas compte. Vous savez que c'est une des choses probablement qui me gêne beaucoup dans la vie, c'est d'avoir un physique jovial. Il est absolument certain que si j'avais l'air d'un pisse-froid, on me prendrait beaucoup plus au sérieux. Et un journaliste récemment, faisant un article d'ailleurs assez bienveillant, a dit une des grandes choses qui le gêne, c'est de ressembler à Tartarin. C'est possible que, si vous voulez, on ne change pas son physique. Vous devriez peut-être couper aussi votre barbe. Vous savez que j'y ai pensé longtemps, et puis ma femme aime ça, alors elle a tout de même voix au chapitre, c'est la priorité, et puis alors j'y pense depuis un certain temps, et alors maintenant si je la coupais, alors on dirait que je me cache. Alors c'est certainement la dernière des choses à faire. La séquence de film que vous allez voir comporte 2 surprises. Ce film s'appelle Jeux dangereux et il a été réalisé par Pierre Chenal. Je vous laisse le soin de deviner quelles sont les 2 surprises et je vais simplement vous dire ce qui se passe avant cette séquence. L'héroïne, une jeune voleuse de Ménilmontant qui est chef d'une bande, a décidé d'enlever un petit garçon de bonne famille afin de faire payer une rançon par ses parents. Elle fait donc enlever le petit garçon. Mais quand le petit garçon est enlevé, c'est très facile de kidnapper un ingénu, mais c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'on va en faire. Alors vous allez voir ce qui se passe. Bande de voyous, vous ferez tout ce coffret. Tu vas la boucler, oui? Je vous ai dit que c'était juste pour faire un coup, pour étouffer un gros client et le passer au peigne fin, ben c'était pas ça. Pas seulement ça.
Il s'agit de Julien. Vous savez aussi bien que moi ce qu'il risque. Il n'a qu'une seule chance de s'en tirer, c'est d'être défendu par un avocat champion. Ça coûte 500 billets. Alors voilà. Les parents du petit sont pleins aux as. Ils donneront bien 500 billets pour récupérer leur trésor, non? Formidable. Un kidnapping, les gars. Une seconde, Fleur. D'abord, t'aurais pu nous demander notre avis. Et d'une. Secondo, c'est pas toi qui donnes les ordres ici. Mais n'écoutez pas, les gars. C'est un coup à se faire agrafer pour le restant de nos jours. Julien était votre chef. Il a toujours été régulier avec vous. Vous pouvez pas le laisser tomber. Maintenant, le chef, c'est moi. Allez, virez-moi ce gosse dehors et en vitesse. T'as pas l'étoffe, Harpia. Pour la succession, tu repasseras. Julien est courageux, t'es un lâche. Laisse tomber, Pierrot, ça va. Il peut pas causer, mais il sait s'expliquer. Il a raison. On commence pas ça, Pierre, on ne permettra pas. Dans cette séquence de jeux dangereux, je vous avais annoncé 2 choses nouvelles. Je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps et je vais vous les dire. La première, c'est le nouveau visage de Pascal Audrey. Vous connaissez son visage. Elle a débuté au théâtre dans le journal d'Anne Frank, rôle d'une pure et virginale jeune fille. Et vous l'avez vu également dans L'eau vive, dans un rôle non moins pur et non moins virginal. Eh bien, dans Jeux dangereux, elle a fait la performance de jouer tout d'un coup un petit gangster en jupon. Vous admettrez que c'est assez nouveau quand même. La deuxième chose, vous ne pouviez absolument pas la deviner. Vous avez remarqué le jeune homme avec qui Pascal s'affronte, disons, assez violemment. Il s'appelle Samy Frey, et depuis qu'il a tourné dans Jeux dangereux, il a eu le rôle principal au théâtre dans l'année du bac. Eh bien, Samy Frey, le méchant garçon de Jeux dangereux, est devenu le fiancé de Pascal Audrey. On parle très souvent de scènes d'amour commencées à l'écran qui se terminent à la ville, mais on n'a encore jamais vu de scène de violence qui se terminait en scène d'amour. Comment est-ce que ça s'est passé, Pascal? Eh bien, ne croyez pas, quand même que j'aime être rouée de coups, non. Je crois que c'est pas, ça n'est pas les qualités de Samy que j'ai appréciées quand même en premier. Bon, je suis très gênée de parler de tout ça parce que de parler de Samy, de dire ce que je pense de lui, parce que d'abord il est là. Oui, mais il faut quand même que vous me le disiez, parce que vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Oui, je le connais beaucoup mieux que vous. Alors, qui est Samy Frey? Eh bien, Samy Frey, pour moi, c'est avant tout un très très gentil garçon, très gai. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup, parce que moi j'aime aussi beaucoup rire, beaucoup m'amuser. Et puis ça me gêne beaucoup de le dire aussi devant lui. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Ça, c'est vrai. Et puis Et puis, il a des tas de qualités que j'aime beaucoup. Que j'apprécie beaucoup. Et vous, Samy Frey, qui est Pascal Audrey? Eh ben... La pure Anne Frank ou la méchante petite héroïne de Jeux dangereux? Pas si méchante que ça, d'ailleurs. Non. Attention. Non, mais Pascal Audrey, c'est la pure Anne Frank, c'est la méchante... Non, la petite gangster de Jeux dangereux, c'est L'eau vive, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre, c'est Pascal, quoi. Pascal Audrey, c'est autre chose, c'est en dehors. C'est une comédienne, elle a joué 3 rôles, mais je crois pas que... Et qu'est-ce que c'est dans la vie, alors? C'est une personne que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup. Et qu'est-ce qui vous plaît beaucoup chez elle? Ah ben, tout, vous savez, c'est très délicat de parler comme ça devant des tas de gens de ce qui vous plaît, là. Elle me plaît, c'est tout. Alors vous allez vous marier cette année? Oui. Cette année, on espère bien au printemps, parce que moi je vais commencer à tourner un film. Quand vous aurez un peu de temps, parce que vous êtes les fiancés les plus séparés de Paris. Vous crois, jouez oui, chacun un peu dans un théâtre. Et les jours de relâche ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Alors vous pas. êtes forcés de prendre rendez-vous par téléphone. Oui. Je crois que nous avons eu beaucoup de chance de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Oui. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter l'année prochaine de vous revoir. Et peut-être que Pascal nous présentera un nouveau visage, celui d'une mère de famille. Merci. 1959 sera décidément l'année des petites filles. Après Brigitte à 5 ans et Anne Frank qui quitte l'enfance pour se marier, voici 3 autres petites filles qui prennent la relève de la célébrité. Elles n'ont pas beaucoup à vous dire car leur carrière est devant elles, mais un jeune visage est plus éloquent que des paroles. Et voici la plus jeune, Gillian Hills, qui a 14 ans. Vadim l'a arrachée au lycée de Nice pour en faire une des vedettes
Des liaisons dangereuses. Elle a beaucoup voyagé, elle a vécu dans 7 pays différents, c'est une bonne nageuse et elle n'est pas très timide parce qu'on lui a dit beaucoup qu'elle ressemblait à Brigitte Bardot. Vous avez expédié votre photo à Vadim, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous l'avez rencontré. Est-ce que vous aviez envoyé votre photo à d'autres metteurs en scène? Oh non, non, seulement M. Vadim. Seulement M. Vadim, oui. Pourquoi? Bien, parce que c'est un metteur en scène qui a beaucoup de talent. Quels sont les films de lui que vous avez vus? Bien, j'en ai vu aucun. Aucun, parce qu'ils sont interdits aux jeunes filles de 14 ans. Alors qui vous avait dit qu'il avait du talent? Maman? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous en a dit, maman? Maman a dit qu'il avait beaucoup de talent et que c'était un metteur en scène formidable, qui était très jeune, qu'il avait toute sa carrière devant lui. Alors dites-moi, mademoiselle Juliane Hills, à quoi rêve une jeune fille de 14 ans quand elle va faire du cinéma? Bien, je voudrais me marier avec beaucoup d'enfants. Ah oui, à quel âge? Oh, à 25 ans. Quand vous serez vieille? Oui. La deuxième petite fille s'appelle Anne Braillard. Elle a 15 ans, à mi-chemin entre Minou Drouet et Françoise Sagan. C'est le poulain d'avenir de la maison Hachette. Elle écrit encore pour les enfants. Ses débuts officiels dans la littérature, elle les a fait à 11 ans, en publiant en Suisse Dandinet, montrez-nous Dandinet, mademoiselle, et puis en France, à 13 ans, Anne à l'école. Sa prochaine œuvre s'appelle, je crois, Pas de fleurs pour Anne. Je ne sais pas si je garderai ce titre, parce oui. que ça fait trop penser à Pas d'orchidée pour Miss Blandish. Et vous n'écrivez pas encore dans le style série noire? Non, pas encore. Pas encore. Vous écrivez depuis longtemps? Oh, depuis l'âge de 6 ans. Ah oui, et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire? Oh, une fois, je m'ennuyais. Oui. Comme je ne savais pas quoi faire, je me suis mise à écrire un conte. Et puis je me suis dit, tiens, ça passe bien le temps. Puis 6 mois après, je m'ennuyais de nouveau, alors j'ai écrit. Puis en 4 ans, je crois que j'ai écrit 7 contes. Je ne me pressais pas beaucoup. Et alors, après avoir publié Pas de fleurs pour Anne ou un autre titre, qu'est-ce que vous avez comme projet? Oh, je crois que je ferai un livre de contes de fées. Et puis vous retournerez à l'école? Ah oui, je suis à l'école. En Suisse, vous habitez? Non, je crois que j'irai en France. Est-ce que vous êtes bonne en littérature, en classe? Oui, c'est bonne. Ah, c'est bonne. Et à quoi rêvent les jeunes filles de 15 ans quand elles sont romancières? Oh, à faire beaucoup de livres si j'en suis capable. Merci. La troisième découverte est une découverte théâtrale. Ce n'est déjà plus une petite fille, elle est même vénérable, parce qu'elle a eu 17 ans il y a 4 jours. Elle a été choisie par Barillet et Grédy, qui lui ont donné un grand rôle de petite peste dans La Fleur Bleue, leur prochaine pièce. Qu'est-ce que vous jouez dans La Fleur Bleue? Eh bien, je suis donc la petite sœur de Marie Dems et de Brigitte Aubert, et je leur fais des ennuis sans arrêt. Je suis assez méchante avec elles, quoi. Et on vous prend pour une ingénue jusqu'au moment où on découvre? Jusqu'au moment où on découvre, je suis mariée. Clandestinement? Oui. Eh bien, vous serez parfaite pour jouer ce rôle parce que vous n'avez pas hésité à vous marier il y a 3 mois. Justement. Et à quoi rêvent les jeunes filles, ou plutôt les jeunes femmes, quand elles ont 17 ans et qu'elles débutent au théâtre? Eh bien, je rêve d'abord de faire un film dans lequel j'incarnerai une danseuse. Et ensuite, je rêve naturellement d'avoir des enfants. Merci. Dans Athènes, l'Acropole est une île dont personne ne peut gravir sans émotion les très hautes marches qui mènent au Parthénon. Ces colonnes, dont on sait qu'elles ne sont pas droites, si elles sont bombées un peu, c'est que la vie antique, dont le Parthénon était plein, a exercé sur elle une pression qui ne finira jamais. Cette vie antique, dans quelques semaines, le musée de l'Acropole en révélera un nouveau fragment, car dans les salles aujourd'hui secrètes, qui seront ouvertes au public le 1er mars, le musée de l'Acropole présentera une 40aine de chefs-d'œuvre qui tous ont été les témoins et les victimes d'un moment dramatique de l'histoire d'Athènes. C'est à une jeune écolière grecque, Renée Panaïtou Kamer, 12 ans et demi, que nous avons demandé d'évoquer ces très lointains souvenirs. Από τα βάθη των αιώνων, το μολόν λαβέ του Λεωνίδου μεταδίδεται στους Έλληνας. Από τα βάθη των αιώνων, το μολόν λαβέ του Λεωνίδου μεταδίδεται στους Έλληνας. Vous apprenez votre leçon sur le Parthénon? Oui, vous savez qu'il y a eu
3 autres partenaient avant celui-ci. À la même place? Oui. Que sait-on du premier? Il y a des savants qui doutent de son existence, d'autres qui y croient. À quelle époque aurait-il été construit? Vers le milieu du 6e siècle, avant Jésus-Christ. Savez-vous s'il en reste quelque chose? Les savants disent qu'il en reste 2 frontons. Je sais qu'ils sont au musée. L'un représente une lionne, l'autre 2 lions qui terrassent un veau. Et du second Parthénon, que reste-t-il? Le soubassement, c'est tout. On ne les voit pas d'ici, il faut s'approcher beaucoup pour les apercevoir. Et du 3e Parthénon? On était en train de le construire lorsque les Perses envahissent Athènes. Ils ont tout cassé, les temples, les statues. Ça a été terrible. Lorsque les Athéniens ont retrouvé tous les statues brisées, ils les ont enterrés. Vous comprenez comment on enterre les morts? Ils les ont enterrés là-bas? Vous verrez un grand trou dans la terre. C'est là qu'on les a retrouvés en petits morceaux. Après avoir été enterrés comme des morts par les Athéniens, après avoir été découverts cassés en 1000 morceaux en 1886, après avoir été restaurés, ces Corées, ces merveilleuses jeunes filles et d'autres chefs-d'œuvre aussi ont failli périr une seconde fois. En effet, lorsqu'on a reconstitué ces statues, lorsqu'on a voulu assembler à nouveau ces membres que les envahisseurs avaient dispersés, on leur a donné une armature, un squelette. Or, en 1886, le fer était à la mode, la tour Eiffel était en train de naître, et tout naturellement, on fit en fer ces squelettes qui allaient redonner la vie à ces chefs-d'œuvre. On ne savait pas alors que le fer, en rouillant, allait ronger intérieurement ces corps de marbre, qu'il allait les ronger jusqu'à les faire éclater. Pour sauver ces statues d'une seconde mort, donc, il a fallu les casser à nouveau. Il a fallu les opérer. Il a fallu extraire ces squelettes de fer qui les rongeaient et les remplacer par un squelette en bronze. Ces opérations, car il s'agit de chirurgie vraiment, ont duré près de 20 ans. C'est pour cette raison que, depuis près de 20 ans, le musée de l'Acropole interdisait au public la moitié de ces salles. Ce sont ces salles qui vont réouvrir. Quelques-unes de ces statues n'ont même jamais été vues, comme ce cavalier rampin, dont la tête véritable est au Louvre. Celle-ci est un moulage. Voici dans quel état il a fallu les mettre à nouveau, ces statues. Et voici la clinique du musée. Monsieur Dontas, conservateur adjoint, va nous présenter le dernier malade. Qu'est-ce que c'est? C'est un Hercule? Non, c'est un géant. C'est un géant. C'est un géant qui provient du fronton de la gigantomachie de l'Hécatompédon. Ah oui. Dans quel état se trouve-t-il maintenant? Qu'est-ce qu'on lui a fait déjà? La statue a été déjà décomposée, le fer a été enlevé, oui. Et du bronze a été substitué à sa place. Ce sont ces petites choses qui dépassent, là. Voilà les goujons en bronze. Oui. Et puis un autre. Oui. Mais voulez-vous me montrer, par exemple, comment va tenir le bras? Oui, avec plaisir. C'est-à-dire qu'il y aura 3 très gros goujons qui vont relier le bras au torse. Oui. C'est lourd, je ne voudrais pas vous faire porter plus. Cette main qui est à côté du bras, là, elle porte encore un goujon en fer? Oui, voilà. Voilà la main. C'est la main du géant, ça, n'est-ce pas? C'est la main du géant. Oui. Voyez ce torse. Des os de bronze appelés goujons vont le maintenir pour toujours à sa place. Du plâtre jouera le rôle de la chair. Voyons pour un autre géant comment les choses se sont passées. Première étape, autour d'une colonne vertébrale s'ordonnent les parties principales. Deuxième étape, n'est-ce pas un vrai squelette, non? Troisième étape, la résurrection est accomplie. Et voici les artisans de ces résurrections. C'est une tête de lion que l'on perfore doucement. Να εξασφαλίσω το ρολάρισμα να μην γυρίζει έτσι κι αλλιώς. Έτσι καλά είναι. Voulez-vous demander à ce monsieur ce qu'il fait? Κώστα, τι κάνεις εκεί πέρα αυτή τη στιγμή? Βγάζω το σίδερο από το χέρι της Αθηνάς, που είναι από το εκατόπεδο. Ça veut dire? Bon, il est en train d'enlever le plâtre et le fer
de la main qui est en train de travailler maintenant. Ah oui, c'est un goujon en fer qu'on remplace. C'est un goujon en fer. D'accord. Oui. Remercions ces hommes qui, depuis des années, patiemment, humblement, travaillent à sauver ces merveilles que le musée de l'Acropole donnera à voir bientôt à tous ceux qui viendront visiter l'un des plus hauts lieux de l'Antiquité. Alors, tout sera parfait pour ce cher Sir Godfrey. Mais on ne sait guère que cet homme exemplaire, en réalité, s'appelle Smith. Et que depuis toujours, chez Smith, on est gangster, de père en fils. Attaques à main armée, hold-up en tout genre, vieille renommée. Maison de confiance, été comme hiver, aujourd'hui comme hier, on est fils d'Albion, on respecte la tradition. Le brouillard descend sur Londres dans la nuit, se glisse une ombre, celle de Sir Godfrey, le roi du requiem systématique. Le voici à l'heure du crime. I beg your pardon, sir. Your money, please. Please. Thank you, sir. Il traite toutes ces affaires dans les quartiers. Yves Montand fête la 100e de son récital. Le récital est commencé depuis environ 20 minutes. Il achève une chanson que vous avez tous reconnue, Sir Godfrey. Et la 100e d'Yves Montand coïncide avec la première de 5 colonnes à la une. C'est pourquoi, tout à l'heure, Yves Montand présentera une chanson inédite qu'il chantera tout spécialement pour les téléspectateurs de 5 colonnes à la une. Il chantera une chanson qui s'appelle Les Mirettes. Va se faire pendre ailleurs et sans histoire disparaît dans le brouillard. 3 heures qui sonnent, c'est le moment. Sir Godfrey frissonne. Voici le client. Oh, I beg your pardon, sir. What time is it, please? 3 o'clock. 3 o'clock? Oh, thank you, sir. And good night. Thank you, comme ils disent là-bas. Eh bien, voici donc une chanson tout à fait nouvelle de Roger Varnet et Marc Héral qui a pour titre « Les Mirettes ». Qu'est-ce que t'as dans les mirettes? Mais qu'est-ce que t'as? Un sacré petit bal musette et c'est Java dans le bleu de tes mirettes viennent valser des petits gars en rouflaquette et leur pépé. On s'est connus, souviens-toi, souviens-toi, du côté de nos gens. Dans
pas si mal, qui sentait bon le printemps. Moi, au fond de tes mirettes, j'ai fait le plongeon et me suis cogné la tête sur un tas de chansonnettes et un air d'accordéon. Je t'enferme dans mes bras et l'on est bien. Tu ronronnes comme un petit chat et ne pense à rien. T'as du rire au fond des yeux et ça brille même quand il pleut. Quand je te regarde, je me dis chaque fois, c'est là qu'est mon soleil à moi. Ah, ah, qu'est-ce que t'as dans les murettes? Mais qu'est-ce que t'as? Un sacré petit bal musette. Et ces chavards dans le bleu de tes mirettes viennent valser des petits gars en rouflaquette et leur pépé. On s'est connus, souviens-toi, du côté de Nogent, dans un petit bal pas si mal, qui sentait bon le printemps. Depuis que dans tes mirettes j'ai fait le plongeon, j'ai au cœur des chansonnettes et du bonheur plein la tête sur un air d'accordéon. Ce qu'il y a dans tes mirettes qui me fait tourner la tête, c'est l'amour. Qui est Michel Debré? Eh bien, c'est une question qu'effectivement beaucoup de Français se posent encore, et je dirais d'ailleurs surtout se posent principalement depuis hier, c'est-à-dire depuis que M. Michel Debré a accepté d'être le premier ministre de la Ve République. Évidemment, nous savons tous que Michel Debré est le fils du professeur Debré, qui est l'un de nos plus éminents pédiatres. Mais ce que nous ne savions pas, ce que la plupart d'entre nous ignoraient, c'est que son grand-père paternel était au siècle dernier un peintre extrêmement classique et que son frère, Olivier Debré, est lui, par contre, l'un de nos peintres les plus abstraits. Voici une toile, 2 toiles même, d'Olivier Debré. Nous savions que Michel Debré était parmi les ministres du général de Gaulle celui qui, comme garde des Sceaux, avait pris la part la plus active à la réforme de la Constitution. Mais pour la plupart, nous venons seulement d'apprendre que s'il a déjà écrit 4 livres d'études et même de critique politique, il a également 4 fils, dont l'aîné a 19 ans, et les cadets, 2 jumeaux, 14 ans. Voici Michel Debré lorsqu'il avait, lui, 15 ans, en vacances. Et voici la maison de Nazelles, en Indre-et-Loire, dont il était jusqu'à hier encore sénateur, et où il passe à présent ses vacances. Nous allons le voir maintenant en 1945 lorsqu'il était commissaire de la République d'Angers. Nous allons le voir dans quelles circonstances, quand et comment vous avez connu Michel Debré. C'est il y a, je crois, 30 ans, en 1929, à l'école libre des sciences politiques,
C'était à la fin d'une conférence sur le nationalisme. Nous avons commencé une discussion très vive sur le sujet et nous la continuons encore. Alors justement, est-ce qu'à l'école, ce caractère, disons, d'homme d'action politique, mais aussi de polémiste et même de pamphlétaire, qu'on nous dit et que nous savons être le sien, apparaissait déjà? Oui, dans la discussion, il n'était pas commode. Je me souviens par exemple lui avoir dit quelque chose qui lui déplaisait sur les Tourangeaux. Je me suis fait vertement recevoir. Les Tourangeaux qui allaient... Et devenir ses électeurs après. Et est-ce que sa vocation de réformateur, car Michel Debré a été d'abord le réformateur de l'École nationale d'administration, puis de la justice et enfin et surtout de la Constitution, est-ce que sa vocation de réformateur apparaissait déjà lorsqu'il était à l'école? Oui, parce que, je vais vous dire, je crois que Michel Debré ne peut pas se trouver dans un endroit sans avoir envie de réformer ce qui l'entoure. Il était aux sciences politiques, il a eu envie de réformer l'école libre des sciences politiques, et il est entré au Conseil d'État, il a eu envie de réformer la préparation au Conseil d'État. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de la future École nationale d'administration. Je me souviens encore, ça devait être quand il avait 24 ans, nous avons passé une soirée ensemble à mettre sur pied le futur statut de l'école, la future école. Car, à son point de vue, le recrutement était beaucoup trop restreint, il voulait l'étendre et surtout le démocratiser. Et c'est cette école qu'il a lui-même créée sur la demande du général de Gaulle. C'est ça, en 1945, et où on a mis Bordeaux de Fontenay. Vous ne vous êtes jamais pratiquement quittés, vous êtes toujours restés très amis. Mais je crois que vous vous êtes particulièrement retrouvés pendant la guerre. Oui, c'est une caractéristique de Michel Debré d'être très fidèle dans ses amitiés. Et pendant la guerre, je dois dire que ce fut assez curieux. Il était venu déjeuner un jour, nous étions perdus de vue depuis le début de la guerre, c'était en 1943 si je ne me trompe, et nous sommes abordés un peu sur la pointe des pieds car nous ne savions pas l'un et l'autre ce que nous faisions, et nous avons découvert, à la fin du repas, ça a mis pas mal de temps pour que nous arrivions à nous découvrir, que nous travaillions chacun dans le même secteur, mais plutôt dans le même but, mais dans des endroits différents. Puisque j'étais moi-même chef d'un mouvement de résistance et que lui était au comité général d'études. Et vous avez par la suite, je crois, travaillé ensemble même. Et nous avons par la suite travaillé ensemble parce qu'il a eu la gentillesse de s'agglomérer à mon mouvement de résistance. Et même lorsque nous avons eu des arrestations douloureuses, comme par exemple celle de mes amis Arrigui, il a pris une part très prépondérante à l'action menée. Je me souviens même qu'il avait un surnom très curieux, il s'appelait Pentecôte. Pourquoi Pentecôte? Parce que, si je ne me trompe, nous avions pris les saints du calendrier, et à la suite. Alors lui était tombé sur, il n'y avait plus de saints, mais il y avait la Pentecôte. Alors il a pris Pentecôte. Alors dernière question que je voudrais vous poser maintenant, est-ce qu'à l'école et après dans la Résistance, vous aviez déjà deviné en lui l'homme d'État et l'homme de gouvernement qu'il allait être? J'aimerais vous dire que je l'ai deviné, mais malheureusement non, je ne l'ai pas deviné. Je croyais que Michel Debré serait un très grand commis je savais qu'il serait un très grand commis de l'État, mais je ne pensais pas qu'il serait un homme d'État. Mais en réalité, il a toujours été un homme d'État, c'est-à-dire qu'il a l'instinct, instinctivement, l'État fait partie de lui-même. Il a forgé cette école d'administration pour faire les fonctionnaires. Pendant la guerre, il a pris une part très active à la résistance, que je qualifierais d'active. Mais tout de même, le fond de sa résistance, c'était la volonté de maintenir la permanence de l'État, c'est-à-dire de l'État de Vichy, à l'État de Gaulle, mais que ça soit le même État qui continue. C'était ça. Eh bien, je crois qu'il s'est rendu compte qu'en restant dans l'administration, il n'arriverait pas à réformer comme il le voulait. Et c'est probablement la cause de son passage dans la politique. Il est entré dans la politique pour réformer
l'État de l'extérieur, alors que à l'intérieur de l'administration, il n'aurait pas pu. Je crois que c'est ça. Temps de le faire tout à l'heure que c'est monsieur Lecomte Boinet, compagnon de la Libération et qui fut dans la Résistance, il vous l'a dit d'ailleurs, le chef de Michel Debré, que nous étions allés interviewer pour tenter de savoir qui est Michel Debré. Et maintenant, je voudrais remercier le président Paul Reynaud qui a bien voulu venir en direct dans nos studios à cette première émission de 5 colonnes à la une. Car il y a une coïncidence historique, c'est que, au seuil de cette Ve République, c'est que le général de Gaulle, président de la Ve République, a été pour la première fois ministre dans un ministère Paul Reynaud, dans des circonstances d'ailleurs tragiques, dont vous vous souvenez, et que M. Michel Debré, premier ministre de cette Ve République, a lui aussi fait ses débuts dans la politique, dans un cabinet Paul Reynaud. Il était attaché de cabinet en 1938, je crois, Monsieur le Président. Ça. Alors je voudrais vous demander dans quelles circonstances, d'abord, vous aviez été amené à faire appel à Michel Debré, qui avait à l'époque 26 ans. Eh bien, nous sommes en novembre 1938. C'est-à-dire 5 semaines après Munich et à 10 mois de la guerre. À ce moment-là, la situation est la suivante. La France est en crise depuis 7 ans. Et un détail vous indiquera la profondeur de la crise. Un wagon sur 3 ne roulait plus sur les voies ferrées françaises. L'or de la Banque de France sortait tous les jours. Or, nous avions besoin de l'or de la Banque de France pour acheter des avions aux États-Unis. Il fallait donc faire un redressement. Mais la politique faite depuis 7 années avait échoué, il fallait donc faire une autre politique. Et il fallait presque prendre le contre-pied de la politique qui avait échoué. C'est dans ces conditions que je me suis entouré d'hommes jeunes, énergiques, et qui n'étaient pas des esprits conformistes. Car, encore une fois, il fallait aller de l'avant et faire du neuf. Et vous connaissiez déjà Michel Debré à cette époque ? Eh bien, je connaissais son père, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est un homme éminent. Et c'est par lui que son fils est entré dans mon cabinet en novembre 1938. Et je dois dire qu'il m'a rendu le grand service. Je ne crois pas d'ailleurs lui avoir donné des leçons de timidité, car ayant créé le comité de la Hache, ce comité a découvert de tels scandales dans la gestion de la ville de Marseille que j'ai dû écarter provisoirement à la municipalité de Marseille, nommer un haut fonctionnaire avec tout pouvoir pour redresser la situation. Si vous deviez définir, si possible, en un mot, le caractère de Michel Debré, peut-être son état d'âme caractéristique, quelle serait votre définition? Eh bien, c'est un homme qui a la foi. Il a eu la foi et il a la foi dans un homme qui est le général de Gaulle. Il a la foi dans une politique qui est celle de la grandeur française. Il y a des idées qui vous rapprochent et puis des idées qui vous opposent, bien entendu. Oui, parlons d'abord de celles qui nous opposent, comme ça nous finirons mieux. Il y a une idée qui nous oppose, c'est celle-ci, c'est qu'il pense, lui, qu'il suffit pour faire l'Europe d'obtenir des conventions, des agréments entre les gouvernements des divers pays d'Europe. Tandis que personnellement, je pense qu'en présence des efforts gigantesques que font les géants russes et chinois, car les grands réservoirs de l'humanité sont en train d'entrer dans le jeu, la Chine aujourd'hui et l'Inde demain, eh bien je pense que ce miroir brisé de l'Europe est une chose très touchante pour laquelle nous avons tous une passion profonde. Nous aimerons autant, je pense, notre patrie demain qu'hier, qu'aujourd'hui, si nous arrivons à faire une Europe qui, comme on est arrivé à faire une France en réunissant des provinces qui jusque-là avaient été hostiles. Je pense qu'en présence du monde de demain, il faut avoir la hardiesse d'aller jusque-là. Et ce qui nous rapproche, c'est que, comme lui, j'ai lutté contre la Constitution de la 4e République, et j'ai lutté au point que lorsque, en 1953, le président de la République de l'époque, M. Vincent Auriol, m'a demandé pour la 3e fois, me disait-il, de faire un gouvernement, je lui ai répondu, je veux bien faire un gouvernement, mais pour réussir, pas pour échouer, pas pour faire un tour de piste de 6 mois, comme les camarades. Mais puisque vous insistez, j'irai demain devant la Chambre.
Je suis allé le lendemain devant la Chambre, j'ai fait le bilan de la situation, qui était grave déjà, et je leur ai dit, je n'accepterai de former un gouvernement si vous m'investissez que à la condition que vous m'accordiez la durée. Mais comme vous le savez, ceux qui profitent des abus ne veulent jamais les corriger. C'est pour cela qu'il y a eu des révolutions. Est-ce que vous vous attendiez, Monsieur le Président, à ce que Michel Debré fût le Premier ministre de cette Ve République? Est-ce que vous l'aviez... Dites-moi, je vous pose une question qui appelle une question directe, qui appelle une réponse très franche, et je m'en excuse. Est-ce que vous l'aviez souhaité? Eh bien, oui, je l'ai souhaité, en ce sens que cette nomination de Michel Debré comme Premier ministre est dans la logique du régime nouveau dans lequel nous sommes entrés. Il est manifeste que pour que ce régime puisse fonctionner, il faut qu'entre le chef de l'État et le Premier ministre, il y ait une communion d'idées totale et qu'il y ait en même temps une confiance absolue. Or, chacun sait que l'une des caractéristiques de Michel Debré, c'est d'avoir, comme disent les gaullistes, traversé le désert, c'est-à-dire d'être resté fidèle quand beaucoup de gens ne croyaient plus que le général de Gaulle reviendrait. Et il a le général de Gaulle a en lui une confiance totale, ce que je comprends parfaitement. Et est-ce que vous y croyiez qu'il serait ce Premier ministre? Je pensais que c'était la logique. Vous croyez à la logique? Mais il est certain que dans le régime antérieur, l'idée n'aurait pas traversé la cervelle d'un candidat président du Conseil de prendre Michel Debré comme ministre. Lui, d'ailleurs, ne le désirait pas. Il y avait incompatibilité. Mais c'est un des signes de la révolution politique à laquelle nous venons d'assister que Michel Debré soit Premier ministre, et c'est encore une fois dans la logique du système. Monsieur le Président, je vous remercie d'être venu ce soir à 5 colonnes à la une. Ces trois petits garçons qui courent au bois de Boulogne n'avaient jamais été filmés. Ils portent cependant un nom illustre. Tenez, celui-ci, le plus âgé, il s'appelle tout simplement Charles de Gaulle. Ce petit Charles est le petit-fils du grand Charles. Il a 10 ans. Ses frères s'appellent Yves, 7 ans, et Jean, 5 ans et demi. Une jeune journaliste, Michel Cerf, que son journal avait chargé de faire sur eux un reportage à l'américaine, c'est-à-dire par surprise, décida de le faire à la française, c'est-à-dire en demandant gentiment l'autorisation à leur mère, que voici, Madame Henriette de Gaulle, femme de Philippe de Gaulle, officier de marine et fils du général. C'est ainsi qu'entre Noël et le jour de l'an, petit Charles, Yves et Jean ont débuté devant nos caméras. Tous nés depuis que le général de Gaulle s'était retiré de la vie politique, ils ne connaissent que l'oncle Charles, et ils ignorent presque le président. Seule différence, ils ont fêté Noël à l'hôtel Matignon au lieu de colomber les deux églises. Fils de marin et petit-fils de général, petit Charles n'a demandé au Père Noël ni bateau, ni soldat de plomb. Il a voulu un bulldozer téléguidé. S'il existe une psychanalyse du jouet enfantin, il deviendra bâtisseur. Et nous nous excusons une fois pour toutes, Monsieur Bach, ceci parce que nous n'avons qu'une confiance relative en notre prononciation germanique. Monsieur Bach, donc, ici, qui quitte son poste à l'heure de la première cigarette après le travail. Beaucoup de vent aujourd'hui à Volksburg, 80 km à l'est d'Hanovre, au bord de l'autoroute de Berlin. Volksburg, charmante cité toute neuve, Volkswagen à plus de 80%, chauffage urbain, mais nous en parlerons tout à l'heure quand Monsieur Bach sera entré chez lui, rue Schubert, ça allait presque de soi. Nous laissons donc M. Bach à sa porte. Nous le quittons pour Turin. Turin, au cœur de l'usine Fiat, maintenant, à la recherche de notre second interlocuteur, qui s'appelle M. Pessuto. Giuseppe Pessuto, lequel, vous l'allez voir, travaille à l'atelier de garnissage sur la 600 Fiat.
Pessuto, ici présent. Il est la même heure que précédemment, la meilleure, celle de la sortie. Au moment où nous dit-on, le beau temps vient juste de revenir dans les rues de Turin. Nous l'allons voir bientôt. Monsieur Pessuto rentre aussi chez lui. Il habite cité Fiat, via Ignazio, avec les mêmes excuses que précédemment concernant la prononciation italienne cette fois. Nous voici maintenant à Flins et tout à fait à l'aise, tandis que tourne la chaîne ininterrompue de la Dauphine pour rencontrer M. Pierre Brunner, lequel s'occupe visiblement de carrosserie. Carrosserie qu'il n'essuie pas, contrairement aux apparences, mais qu'il vérifie. Ses pieds le démangent déjà un peu, car lui aussi attend l'heure de la sortie. Et voyez, il n'a pas une minute à perdre. Du pointage à l'escalier, et de l'escalier à l'air pur, aujourd'hui humide et glacé, direction Les Mureaux, cité de la Vigne Blanche, où il a son appartement. Ou plus exactement, il devrait avoir son appartement si quelque obscur conflit de tuyaux de vidange n'avait retardé son emménagement prévu pour le mois dernier et remis, si tout va bien, au 17 janvier. Ce pourquoi la caméra suit M. Brunner dans ce charmant pavillon de Maison Alfort, avec poirier sans fleurs, pavillon où nous nous trouvons ce soir. Monsieur Brunner, donc, dans son logis provisoire et avec une partie seulement, je crois, de sa famille. Oui, mon fils Jean-Pierre, 6 ans, Patrick, 5 ans, Françoise, 3 ans, et mon quatrième, Philippe, à moi, près duquel ma femme se tient actuellement. Ce qui explique l'absence ce soir de Madame Brunner à notre table. Mais Monsieur Pessuto nous attend à Turin via Ignazio. Monsieur Pessuto, ici en haut de votre écran, et Monsieur Bach est arrivé par la même occasion, Monsieur Bach qui se trouve actuellement rue Schubert à Wolfsburg. De Maison Alfort à Turin et à Wolfsburg, nous allons ce soir donc parler marché commun, sans statistiques ni laminoir, mais avec 3 familles et une tasse de café. Vous trouverez les statistiques dans tous les manuels. Nous parlerons ce soir avec des hommes. Et tout d'abord, de l'autre côté des Alpes, à Turin, M. Giuseppe Pessuto, qui doit nous entendre et nous attendre, du moins je l'espère. M. Pessuto, m'entendez-vous? M. Pessuto, à table, Mme Pessuto et leurs 2 enfants. Première question, M. Pessuto, nous irons très vite, le multiplex est un miracle coûteux et je serai peut-être brutal. Dites-nous très rapidement, quel est votre emploi chez Fiat, quelles sont vos heures de travail, vos jours de repos, votre salaire moyen, augmenté éventuellement d'avantages sociaux dont vous bénéficiez. Oh, Monsieur Thomas, je travaille à la Fiat, sur la scène de Garnissage. On travaille 44 heures pour semaine. Je fais fête le samedi après-midi et le dimanche. On touche 5... Pardon, monsieur. On touche 105... Monsieur Thomas, on touche à peu près de 105 000 francs, 105 000 lire pour mois. Pardon? 105 000 lire par mois. Oui, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que... Vous n'avez pas entendu après? Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Quels sont vos jours de repos? Les jours de repos, ils sont 20 jours à l'an. Ce sont les vacances. Oui. Vous travaillez le samedi après-midi et le dimanche, vous vous reposez. Le samedi après-midi et le dimanche, je fais fête. Vous travaillez seulement le samedi matin. Avez-vous des allocations familiales et de combien de livres? 11 000 lire pour moi, 4 000 lire pour enfants. 15 000 lire en tout. 11 000 lire en tout.
Merci, Monsieur Pezzuto. Nous allons revenir immédiatement à Maison-Alfort, où je vais poser les mêmes questions à Monsieur Pierre Brunner. Monsieur Pierre Brunner, vous avez entendu les questions de Monsieur Pezzuto. Oui, moi je suis contrôleur sur chaîne à la fin de la tôlerie. Et je gagne environ à peu près 60 000 francs par mois en moyenne pour 48 heures de travail qui se décomposent en 5 jours. Je suis donc libre le samedi et le dimanche. Donc vous travaillez 4 heures de plus que M. Pezzuto, oui, mais vous avez une matinée de plus d'heures. Oui, c'est ça. Allocation familiale. Pour les allocations familiales, jusqu'à maintenant, je touchais 21 900 et avec le quatrième que ma femme et moi venons d'avoir, cela se situera aux environs de 30 000 francs. Ou un budget mensuel d'environ 90 000 francs. Eh bien, dès maintenant, nous allons essayer d'entrer en relation avec M. Bach, qui nous attend, je pense, à Wolfsburg. Monsieur Bach? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous avez entendu les questions que j'ai posées à vos deux camarades de Turin et Paris? Oui, j'ai bien entendu. J'ai bien compris aussi. Quelles sont donc vos heures de travail, votre salaire? Moi, je travaille 40 heures par semaine. Je travaille pas samedi et dimanche. Et je gagne par mois un peu près 585 marques. Et combien de vacances par an? Combien? Combien de vacances par an? J'ai 20 jours de vacances par an. Et comme M. Brunner, vous ne travaillez ni le samedi ni le dimanche? Non. Samedi et dimanche, je ne travaille pas. Avez-vous des allocations familiales pour votre femme ou pour vos enfants? Non, je n'ai pas de location familiale. Parce que j'ai juste un enfant. Vous n'avez qu'un enfant? Oui. Ici présent. Pas d'allocation familiale? Avec un enfant, non, nous n'en avons pas. On n'a pas. Qu'est-ce que c'est la location familiale? C'est une somme qui est versée en France et en Italie, nous venons de le voir, en supplément pour les enfants ou quelquefois la femme qui ne travaille pas. Donc vous n'avez pas d'allocation familiale pour un enfant. Merci, M. Bach. Nous allons immédiatement revenir en France. Oui. Donc 105 000 lire à Turin, 60 000 francs plus 30 000 francs d'allocation familiale à Paris et je crois 585 Deutschmark à Wolfsburg. Précisons tout de suite que les catégories auxquelles appartiennent nos trois ouvriers métallurgistes ne sont pas les mêmes. M. Pezzuto a le grade le plus élevé, M. Bach le grade moyen et M. Brunner, ici présent, le grade inférieur. Simple coïncidence d'ailleurs. Cela dit, nous n'allons pas nous transformer en office d'échange et nous allons immédiatement transformer ces données monétaires en données concrètes. Nous sommes ici, M. Brunner, par et pour la télévision et l'automobile réunis. Pouvez-vous nous exprimer en mois et heures de salaire combien coûte un poste de télévision en France ou une automobile? Un poste de télévision me coûterait à peu près 2 mois de salaire. Quant à l'automobile, que je n'ai pas, mais prenons pour exemple une 4 chevaux d'affaires qui coûte actuellement 380 000 francs avec la ristourne dont bénéficient tous les ouvriers de mon entreprise. Ça me coûterait à peu près 6 ou 7 mois de mon salaire. Si, pas de salaire. J'aurais aimé que Mme Brunner soit là ce soir pour me dire, mais vous savez peut-être la réponse à ma question, combien de votre budget est consacré environ à la nourriture? Au moins les 3 quarts. Au moins les 3 quarts. Parlez-nous maintenant, si vous voulez bien, de votre logement, non pas celui où nous sommes, qui n'est que provisoirement le vôtre, mais celui que nous avons vu en passant au Muro. Combien de pièces? Mon futur logement comportera 4 pièces et cuisine. Salle de bain. Quel loyer mensuel, charges et chauffage compris? Environ 15 000 francs, moins les allocations logement qui s'élèvent à 5 400. Ça me fait à peu près 9 000 francs net. Soit le 8e environ de votre retraite. Le 8e de mon salaire. Nous avons parlé des éléments de confort et nous ne pouvons pas ne pas parler de ceux d'inconfort. En cas de maladie, que se passe-t-il pour vous, votre femme ou vos enfants? En cas de maladie, je paye mon médecin, je suis remboursé d'après mon médecin que je choisis moi-même, la moitié environ, qui m'est remboursée par la sécurité sociale. Quant aux médicaments que mon médecin me prescrit, ça s'établit à 80%. C'est ce que nous appelons en France la sécurité sociale. Tous les Français le savent, mais M. Pezzuto à Milan, à Turin ne le savait peut-être pas, M. Bax peut-être non plus. M. Pezzuto, nous l'avons vu tout à l'heure à la télévision. Nous allons tout de suite lui demander pour lui combien représente de mois ou d'heures de travail le poste de télévision qui se trouve chez lui, ainsi que sa voiture s'il en possède une. M. Pezzuto. Alors,
Monsieur Thomas, pour ça, il peut répondre mieux ma femme, vous savez. Mais je ne demande pas mieux. Madame Le poste de télévision que nous avons nous coûte à peu près 1 mois et demi de travail de mon mari. Et nous Avez-vous avons... une voiture? Oui, nous avons une voiture. Une 600 Fiat, je parie. Oui, une 600 Fiat. Et il faut travailler 5 mois et demi à peu près pour l'avoir, là. Et puis, vous avez demandé quelque chose d'autre. Je vous ai demandé quel pourcentage de votre budget familial vous consacrez chaque mois à la nourriture. Regardez, pour la nourriture, on dépense à peu près le 50%. Oui, le 50%, la moitié de ce que mon mari gagne. Oui. Et votre logement, que nous avons parcouru un peu brièvement tout à l'heure à l'heure du coucher des enfants, se compose de... C'est de 3 pièces, cuisine et salle de bain. Et son loyer? Le loyer, je peux dire un cinquième de ce que mon mari gagne. Un cinquième du salaire de votre mari? Oui. Et je dois dire quelque chose d'autre? Non, c'est tout pour l'instant. C'est tout, merci. Madame, nous revenons maintenant à Maison Alfort pour constater que le budget italien et le budget allemand ne sont pas tellement différents du budget français. Un peu moins pour la nourriture en Italie, un peu plus pour le logement. Et nous allons voir tout de suite du côté de Wolfsburg si les choses se passent comme en France ou plutôt comme en Italie. Monsieur Barth. Oui. Vous avez entendu les questions que je posais. Je voudrais savoir, vous possédez certainement un poste de télévision, combien de mois de salaire il a représenté pour vous? Moi, je travaille à peu près 5 à 6 semaines pour un poste de télévision. Combien? Un mois, je vous dirais un mois. Oui, en moyenne. Un mois pour un poste de télévision. Oui. Et avez-vous une voiture? Oui. Combien de mois de salaire représente à peu près cette voiture pour vous, qui est, je présume, une Volkswagen? 6 mois. 6 mois. Oui. La nourriture dans votre budget? Non, à peu près le quart, oui, ça suffit. Et en cas de maladie, que se passe-t-il pour vous? En cas de maladie, mon mari a 90% reçoit 90% de son salaire. Oui. Et le docteur, naturellement, tout est gratuit. Eh bien, madame et monsieur Bach, l'heure tourne rapidement, la dernière tasse de café a été servie. Il serait temps peut-être de parler du marché commun, pourquoi nous sommes réunis. Et voici notre question finale. Avez-vous peur, vous, monsieur Bach, du marché commun, qui a aujourd'hui 8 jours d'existence? Non, je n'ai pas peur. Pensez-vous qu'il apportera quelque chose de bon pour vous? Moi, je trouve le marché commun, ça fait bien pour tout le monde. Nous allons poser maintenant la même question à M. Pezzuto qui, je pense, nous entend. Nous ne le voyons pas pour l'instant, le voici justement. M. Pezzuto, avez-vous peur, vous, du marché commun? Non, je n'ai pas peur. Je pense que le marché commun, avec la liberté de douane, apportera des conditions meilleures et plus de travail aux pays qui l'ont accepté. Merci, M. Pezzuto. Et maintenant, M. Brunner, puisque nous sommes à Maison Alfort en France, vous avez le privilège d'avoir le mot de la fin. Avez-vous peur, vous, du marché commun? Non, je n'ai pas peur. Et pour ça, enfin, j'ai 2 espoirs. C'est premièrement la concurrence à un prix qui ne peut que profiter aux consommateurs. Et deuxièmement, j'espère que les salaires les moins élevés seront alignés sur les plus favorisés. Eh bien, j'espère que les directions respectives de Volkswagen, de Fiat à Turin et de la régie Renault ont entendu ces sages paroles. Nous allons maintenant quitter le petit pavillon de Maison Alfort. Nous n'avons rien voulu prouver, mais il ne nous a pas déplu que 3 Européens moyens aient ratifié ce soir devant vous le traité de marché commun. Ce n'était pas inutile. Du pape Jean XXIII. Avant ses audiences de la matinée, le pape a accepté de tourner une scène pour le film Tuer Pierre qui expliquera le rôle de la papauté dans le monde moderne. Ce reportage a été improvisé avant les prises de vue. Écoutons Jean XXIII dire lui-même son expérience du cinéma. Pour les aspecter, parfois, ils doivent devenir un peu supplice. Hein? Ah oui, c'est le martyr du XXe siècle. Monsieur Agostini va peut-être vous expliquer comme il est le réalisateur du film. Voilà, par exemple, le moment le plus caractéristique, enfin pour moi, le soir où on m'a accompagné au balcon de Saint-Pierre, devant la foule, pour lui donner la première bénédiction. Tout le monde était en grand mouvement, moi je n'ai rien vu.
parce que ce réflecteur terrible et insolent s'est trouvé face à moi. Nous avons fait. Là, c'est la vie. Mais c'est dans le film. C'est dans le film. Et votre discours, Saint-Père, suivra précisément. Le réalisateur du film, Philippe Agostini, explique au Saint-Père comment se dérouleront les prises de vue. Le bureau de Sa Sainteté est plutôt encombré ce matin par 7 caméras en batterie. C'est que le film se tourne en double version, écran large et couleur. Le pape communique au père Pichard, conseiller religieux du film, le texte qu'il va lire sous l'œil des caméras. C'est l'allocution qu'il a prononcée devant les cardinaux du conclave aussitôt après son élection. Il y explique pourquoi il a choisi le nom de Jean. C'était l'autre semaine que j'étais au Vatican pour les prises de vue de ce film, les premiers qu'acceptait le pape depuis son élection. C'est avant-hier que Jean Neuvesel obtenait que le pape accepte de figurer dans une émission de télévision. Sans doute, le cinéma et la télévision avaient déjà Voici les gardes suisses, le Saint-Père, interviewé par Jean Neuvesel. À côté de lui, son secrétaire particulier, Monseigneur Capovilla. Nous verrons tout à l'heure Monseigneur Delacroix, qui représente ici la secrétairerie d'État. Le pape va s'adresser en français aux spectateurs de la télévision. Avec joie, nous saisissons l'occasion qui nous est si aimablement offerte d'adresser notre salut le plus cordial et paternel à la chère France. Elle demeure toujours si familière à notre esprit, telle que nous avons pu la contempler pendant de longues et si heureuses années de notre vie. Qu'il soit permis, nos chers fils, au pape d'aujourd'hui, de remercier tous ceux d'entre vous qui accueillirent si bien le nonce apostolique d'hier, et de dire à tous le souvenir inoubliable qu'il conserve de son séjour en votre patrie. Et puisque nous sommes encore au temps du souhait de Nouvel An, nous vous adressons avec l'affection d'un père nos vœux très chaleureux. Vœux de bonheur pour vos personnes et vos foyers, dans le respect des lois de Dieu. Vœux de prospérité pour votre grand et laborieux pays, par un service actif et généreux du bien commun. Et à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent, à ceux qui peinent davantage et qui peut-être en ce moment tournent un regard confiant vers le vicaire de Jésus-Christ, nous voudrions apporter le réconfort de notre spéciale sollicitude et l'assurance de notre prière. Mais c'est vers Dieu qu'il faut maintenant nous tourner ensemble. Et nous vous invitons tous à prier avec nous, que par l'intercession de la Vierge Immaculée, en cette année jubilaire de Lourdes, le Dieu Tout-Puissant et plein de miséricorde, répande ses grâces les plus abondantes sur votre chère patrie, sur l'Église, sur toute la communauté des peuples. Santi Apostoli Petrus et Paulus, decorum solemnit potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et emeritis, Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Peti et Pauli, et Omnium Sanctorum,
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium veret fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.